Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, j'ai un invité vraiment cool, je suis hyper excité de l'avoir avec moi dans la zone, Emmanuel Dionne. Emmanuel Dionne, c'est un homme hyper courageux. Je te garantis que la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, elle va vraiment, mais vraiment avoir de l'impact dans ta vie. Je suis sûr à 100%. Je parle beaucoup d'estime de soi, du vide qu'on ressent et des mécanismes qu'on va prendre qui viennent de l'extérieur pour essayer de combler ce vide-là. Il y a plein de mécanismes. Puis en bout de ligne, là, ben, on réussit jamais à remplir ce trou-là. Emmanuel, c'est un homme courageux qui a réussi à faire face à ses démons et à changer ses mécanismes, dans le fond, pour remplir son vide. Mon nom est Rick Guitard, puis on part ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre partenaire, Maître Sophie Laframboise, avocate médiatrice familiale depuis plus de 32 ans. Elle est située à Blainville et vous pouvez la rejoindre au 450-595-2021. Emmanuel. Oui. Emmanuel Dionne, bienvenue dans la zone, Emmanuel. Merci de l'invitation. Écoute. Moi, nous autres, ça fait plusieurs bonnes discussions qu'on a. D'habitude, nos discussions de 5 minutes finissent en discussion d'1h30. On parle du courage d'affronter ses démons. Pourquoi j'appelle ça de même? C'est parce que pour bien du monde, les mécanismes de compensation peuvent vraiment devenir l'enfer. Effectivement. Donc, on rentre tout de suite, justement, pour mieux comprendre c'est qui ça, Emmanuel, comment, tu sais, je veux que tu me parles un peu, justement, de ton enfance, comment t'en es, un peu l'histoire d'Emmanuel, pour qu'on puisse comprendre le cheminement, puis comment t'en es venu, justement, à te mettre dans la marde. Ou finalement, à trouver ton enfer, comme tellement de monde qui nous écoute. Tout le monde vit un peu son enfer à sa façon. Toi, tu as eu le tien, puis tu as le courage de venir nous en parler un matin. Je suis vraiment, vraiment content. Manu, je te laisse un peu le plancher. Parle-moi un peu de toi. Tu viens de où? Puis ton histoire, man. OK. Ben, mon histoire est assez spéciale, en fait, même avant que je sois né. Ouais. Ma mère, qui vient de Trois-Rivières, est allée en Alberta, puis elle a rencontré un beau Chinois. Tout le monde sait qu'il y a bien des Chinois en Alberta. C'est puis elle est tombée sur le beau. Puis, ils ont fait des choses, je veux pas le savoir, mais elle est tombée enceinte. Puis, plus que les deux se connaissaient pas vraiment, ma mère, elle avait un stérilet, c'était pas vraiment prévu. Elle a décidé de me garder. C'était une opportunité. C'était pas nécessairement l'opportunité de mon père. Ouais. Donc, elle déménageait à Vancouver, où je suis né. On est resté 1 an et demi là-bas. Puis ensuite, après un voyage à Trois-Rivières, ma mère a eu le mal du pays, fait qu'on a déménagé à Trois-Rivières. Elle est revenue chez elle. Elle est revenue, ouais, c'est ça, exactement. Elle est revenue dans son, pas village natal, ville natale. Le village. Dans le fond, j'ai grandi avec une maman monoparentale. Elle a été super bonne. Je sais que c'est pas évident. Je suis moi-même papa. C'est déjà pas évident à deux. Fait que j'ose pas imaginer tout seul, mais elle a été excellente. Mais là, il faut se mettre dans le contexte, là. Moi, j'étais dans les années 80, 90. À Trois-Rivières, c'était pas mal blanc. Fait que j'étais tout le temps différent des autres. J'ai toujours été différent des autres. Puis, en vieillissant, dans le fond, en étant un jeune adolescent plein d'hormones, c'était pas évident parce que j'étais différent des autres. Fait que les petites filles n'aimaient pas vraiment ça. Cette différence-là était dure. Cette différence-là était difficile. J'ai eu beaucoup de rejets. J'étais pas populaire. Puis, je pense dans mon fort intérieur, c'était quelque chose que je voulais. Ben, je pense que c'est tout le monde, en fait, que j'aurais voulu être aimé, tu sais. Être accepté par le groupe est un des besoins fondamentaux de tous les êtres humains. Fait que t'es pas différent des autres là-dessus. Je suis pas différent des autres là-dessus, mais j'étais différent de couleur des autres, tu sais. Ouais. Donc, j'ai eu du rejet en étant jeune. Je n'ai eu amplement. Puis le problème que ça m'a causé dans ma vie, en fait, c'est que même dans ma vie adulte, j'ai jamais eu de
Ben oui, j'en ai eu du rejet, c'est normal, on l'a tout eu. Ouais. Mais j'ai jamais eu de problème de femme. J'ai toujours... j'ai pu avoir des conjointes, j'ai pu avoir... Mais ce petit gars-là, à Trois-Rivières, là, je l'ai traîné pendant longtemps. Mhm. Puis ça a pris du temps avant que je puisse vraiment m'en rendre compte. Puis c'était la source de mon problème parce que je m'aimais pas. J'étais trop mec, j'avais des grains de beauté. Ou j'étais trop gros, ou j'étais trop ci, ou j'étais trop ça. Ouais. Donc c'était... Je me suis jamais vraiment aimé. Il y a eu un dommage collatéral aussi, c'est que j'ai jamais aimé... Tu sais, j'aimais pas d'où ce que je venais, j'aimais pas où ce que... Je m'aimais pas. Le pire là-dedans, c'est qu'on s'en rend pas compte. Ouais. Tout ce que tu viens de dire, je suis convaincu 100% du monde qui nous écoute se rattache un peu. C'est comme tout le monde, finalement. Tout le monde vit un peu de rejet. Tout le monde essaie d'être accepté quand il est jeune. Tout le monde s'aime plus. Tu viens de décrire comme tout le monde, finalement. C'est ça que j'aime. Moi, quand je t'écoute, c'est comme ça qui me vient dans l'esprit. C'est comme, tout le monde est de même. C'est juste qu'on pense qu'on est tout seul. Ben, on a tous des parcours différents. Ouais. Puis la souffrance est toujours la même. Ouais. Mais ça m'a causé des problèmes. Là, je me suis dit, je vais devenir un entrepreneur, je vais faire de l'argent, je vais me faire aimer, je vais avoir des femmes, je vais avoir... Sauf que c'est une vision qui est une vision qui est déphasée, qui est pas dans la réalité. Je vais essayer un petit peu d'expliquer pourquoi. En fait, je sais pas comment l'expliquer. Laisse-moi réfléchir un peu là-dessus, là. Mais c'est dans le fond, tu t'es fait un scénario en te disant ça va remplir tout ce qui me manque, donc je veux être populaire, je veux faire de l'argent, fait que là on va se faire un plan puis on va rentrer dedans finalement. C'est un peu ça que tu veux dire? Ouais, tu travailles fort, tu fais un job que t'aimes pas, Ça aussi, ça correspond à bien du monde. Ça. Tu sors avec du monde que t'aimes pas, Ouais. Puis un de mes mécanismes de défense, c'était l'alcool. Ouais. Merci à notre commanditaire, l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout le marketing de ton entreprise. Que ce soit le marketing numérique, comme la création de sites web, de logos, de branding, les campagnes publicitaires sur les médias sociaux ou du marketing plus traditionnel, comme de l'imprimerie sur du papier ou des objets promotionnels allant de la tasse de café jusqu'au wrapping de ton auto. Avec Casca, si tu peux le rêver, nous pouvons le réaliser. Puis l'alcool, qu'est-ce qui est vraiment insidieux, en fait, c'est que tu ne deviens pas maganer du jour au lendemain. Ça prend des années avant de te maganer. Tu commences avec un verre par jour, Ouais. tu continues à 2, puis après à 3, puis après à 4, mais ça se fait sur des années. Puis là, tu mixes ça avec une vie misérable. Puis là, ça commence à te causer des problèmes parce que ça l'altère. Parce que les gens s'imaginent que l'altération du mental se fait juste quand tu es sous. Mais c'est pas vrai, parce que quand ton système, ton corps digère tout le temps l'alcool, ça l'altère le cerveau, ça magane les organes, Fait qu'au fil du temps, à un moment donné, je commence à avoir des problèmes financiers, je commence à avoir des problèmes de santé mentale, des problèmes, je me suis jamais ramassé en psychiatrie, mais tu te sens pas bien. Ouais. Tu te sens pas bien dans ton corps, tu es tout le temps fatigué. Ouais. Tu t'endettes. Ça coûte cher, l'alcool. Puis tu Ça prends va pas tes vite. responsabilités. Ça va vite. Ça va vite. Puis à un moment donné, t'arrives à un point comme « Fuck, ma vie, c'est bien de la merde. » Ouais. Ouais. Puis la beauté de ma démarche, en fait, c'est... J'ai arrêté l'alcool parce que ça me causait des problèmes. Mais l'alcool est juste un symptôme de ma vie. Mm-hmm. Fait que ça, en arrêtant de boire, ça réglait une partie de mes problèmes. Puis après, j'ai dû travailler pour régler pourquoi que je souffrais puis j'avais besoin de l'alcool. Mm-hmm. Parce que même si je buvais pas, je souffrais, tu sais. C'est clair. Fait que, dans le fond, est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui t'a fait te rendre compte que ça marchait plus l'affaire, là, où, à un moment donné, t'as comme réalisé, voyons, ça n'a pas d'allure comme genre de vie que je mène. Donc, à quel moment l'alcool, tu t'es rendu compte que l'alcool était un problème? C'était, un de mes patrons m'avait envoyé à Toronto faire un travail. De un, personnellement, je faisais jamais de blackout sauf à Toronto. Là, les gens disent tout le temps, ben c'est normal, c'est Toronto. Je suis pas d'accord, mais bon.
Puis, je me souviens, moi, je buvais ça à job, puis en plus, on faisait un micro-brasseur avec là, les brasseurs, comme tu veux un petit verre, ah ouais, donc, tu sais. Puis, il est arrivé un incident, en fait, j'ai appelé un collègue de travail, j'avais besoin d'équipement, puis il m'avait envoyé promener, puis s'il avait été devant moi, je l'aurais frappé. Je te le jure, puis moi, je suis pas quelqu'un de violent, là. Je frappe pas, je me bats pas, Puis c'est ça, s'il avait été devant moi, j'y aurais sacré une claque. Puis ça me souvenait aussi que moi, j'avais un collègue de travail qui avait des problèmes d'alcool aussi. Il buvait beaucoup plus que moi. Puis il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes reliés à ça. Puis bizarrement, à cet événement-là, j'ai compris que si je continuais comme ça, j'allais finir comme ce collègue-là. Okay. C'est triste, là, ce collègue-là, il était rendu à 50 ans, il avait plus de mémoire. Tu sais, là, ça commençait à être grave, son affaire. Tu sais, les gens s'en rendent pas compte, mais l'alcool, tu peux te rendre jusqu'au le syndrome de Korsakoff, puis ton cerveau, il est fini, là. OK. Ton cerveau, il est fini, là. Ça peut être dangereux comme ça, là. Donc, c'est clair. Une fois que t'es rendu là, tu peux plus revenir. Ouais. Fait que là, toi, à ce moment-là, sur cette job-là à Toronto, tu dis, OK, là, ça n'a plus de sens, puis genre, t'as vu un exemple de ce que ta vie, ou là où tu t'en allais. Exactement. Dans le mur carré. C'est triste, là, c'est un modèle, mais... Ouais, ben oui, il faut avoir des... Tu sais, ça prend un exemple comme ça pour se rendre compte que ça n'a pas de bon sens, ce qu'on fait. Exactement. Puis, tu sais, je savais que c'était le chemin que... Si je continuais comme ça, c'était le chemin qui m'attendait. Ça en allait par là. Fait que là, t'as dit, OK, faut que ça cesse. Qu'est-ce que t'as fait à ce moment-là, tu sais, pour essayer de t'en sortir, justement, là? Ben, ça prend un certain temps parce que l'alcool, j'ai tout fait pour essayer d'arrêter. J'ai essayé la Coors Light. J'ai essayé la sangria diluée. J'ai fait de l'hypnothérapie, de la médecine chinoise. Je pense que j'ai rencontré un psychologue pour ça. J'ai tout fait pour arrêter, puis ça fonctionnait pas. Puis ça a pris un bon 6 mois avant que cet événement-là et que j'arrête. J'avais une copine, elle m'avait suggéré d'aller voir un mouvement. Puis, je savais pas d'autre quoi faire. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais l'essayer. Donc, des groupes d'entraide, là. Des groupes d'entraide, exactement. Parfait. Puis ironiquement, ça a pris 1 mois avant que j'arrête de boire puis décider d'arrêter de boire, même avec ce groupe d'entraide-là. Mais là, à un moment donné, il est arrivé un petit événement. C'était mineur, mais à un moment donné, ça a fait comme... Tu sais, j'étais devenu super anxieux. Puis je me suis dit, OK, là, ça suffit, là, je suis tanné, je suis plus capable. Donc... j'ai arrêté à ce moment-là. Après 1 mois, ben, tu dis ça a pris quand même 1 mois. Moi, je trouve que c'est quand même assez rapide. J'imagine qu'il y a du monde, c'est encore plus compliqué que ça. Essayer de prendre la décision de... Mais c'est bizarre à dire, en fait, c'est... La soif est partie. Les gens qui n'ont pas de dépendance, là, ils peuvent pas comprendre c'est quoi la soif. La soif, là, c'est un besoin qui est urgent, qui est... Faut que tu boives. J'ai soif. J'ai soif. Tu sais, c'est terrible comme condition parce que on va faire un party ensemble, mais moi je vais penser, OK, il faudrait que je parte avant 11h pour me ramasser de la bière, pour être sûr de pas en manquer le soir, ou puis tu penses tout le temps à ça, là. Puis quand ça te pogne, il y a pas grand chose qui va m'arrêter. Ouais. Puis c'est même là que des gens vont même commettre des crimes parce que c'est là, puis... J'ai jamais eu à me rendre là parce que j'ai toujours eu de l'argent. Je parle des gens souvent en général, là, tu sais. Puis tu sais, l'alcool, c'est une drogue qui est chère, mais qui est quand même abordable, tu sais. Ouais. J'ai jamais eu besoin de me rendre jusque-là ou frauder, etc. Mais c'est ça, faut que ça. Mais on peut comprendre que cette soif-là, pour quelqu'un, par exemple, pour qui c'est la même chose, mais le gambling ou la drogue, différentes drogues, tu sais, c'est la même soif, finalement. Là. Ça va s'appeler peut-être différemment dans d'autres dépendances, mais tu fais comme, non, c'est là, puis c'est comme tu parlais de frauder, de voler, et ainsi de suite, là, il y en a, on comprend un peu plus maintenant pourquoi des gens vont se rendre là, tu sais. Toi, tu peux le comprendre, parce que tu l'as vécu, la soif. Exactement, je peux comprendre, puis, tu sais, je les juge pas, ces gens-là, j'ai plus de la peine pour eux. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de pas vivre cette culpabilité-là. Ouais. Mais j'ai d'autres culpabilités reliées à ça, mais j'ai pas cette culpabilité-là par rapport à la fraude ou voler, mais c'est ça, c'est quand la soif, c'est urgent, là, tu le veux, là.
sais, souvent, les gens qui n'ont pas de dépendance vont dire, ouais, t'as juste arrêté de boire, mais c'est pas si facile que ça quand t'as soif, là. Ouais. Culpabilité. Tu parles de culpabilité. Peux-tu me donner justement des exemples de culpabilité que tu vis par rapport à ça ou que tu as vécu, que tu as réussi à te pardonner, peut-être? Mais la première victime là-dedans, tu sais, j'ai fait du mal à du monde. La première victime, c'est moi. J'adore. Il y a quelqu'un qui m'a dit, puis ça, je trouvais ça intéressant. S'il y a quelqu'un qui faisait le 10e de ce que je me suis fait, je l'aurais collé dans le mur. Ouais. Ah, j'adore. Puis, tu sais, aujourd'hui, je pense à mon passé, je suis pas en train de me juger. J'ai plus de la peine pour moi. Pourquoi je me suis fait subir ça. Puis, tu sais, c'est triste de se rendre là. Oh, c'est incroyable. Tu viens de frapper en plein dans le mille de ce qui me passait par la tête. C'est difficile de vivre avec cette culpabilité-là envers nous-mêmes. Puis ce pardon-là, il est difficile d'aller chercher aussi. Tu sais, c'est plus moi, je trouve ça plus facile de pardonner à quelqu'un d'autre qui m'a fait une vacherie que me pardonner à moi-même du mal que j'ai pu faire à d'autres ou du mal que j'ai pu me faire à moi-même. C'est clair. Puis là, après ça, donc là, on parlait de culpabilité. C'est quoi les prochaines étapes dans ta vie? Comment que tu sais, ça a été quoi pour toi qui t'a le plus aidé? Ben, moi, je peux juste parler de mon cheminement. C'est clair. Je peux juste parler de mon cheminement. Moi, je suis quelqu'un qui est intense. Je pense qu'on avait parlé tantôt, 75% des alcooliques, puis moi, je pense que c'est mon cas. On a un problème avec la dopamine. On y va. Tu parlais en pré-entrevue du docteur John Sader. Parle-moi un peu justement là, de c'est quoi ça? Explique-nous c'est qui, c'est quoi, puis qu'est-ce que ça a fait pour toi, qu'est-ce que t'as permis de comprendre. Puis j'ai adoré l'analogie que tu m'as faite en pré-entrevue. On y va, on jump. Parce que qu'est-ce que j'ai... OK, on va parler de John Sader, qui est un médecin omnipraticien à Montréal, qui est spécialisé dans les dépendances. Puis si vous êtes curieux, vous pouvez aller sur YouTube. John Sader, il est facile à trouver. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que il y a cette vision en pratique. Tu sais, il y a une autre vision, une vision clinique de l'alcoolisme. Donc, il y a 75% des alcooliques qui ont un problème au niveau de la dopamine. La dopamine, ça accroche mal sur les neurones. Donc, il faut avoir plus de dopamine pour être satisfait. Je vais donner un exemple bien simple, puis c'est pas la dépendance, c'est pas nécessairement une dépendance. Quand que je vais à la crèmerie, là, je sais qu'un sundae devrait me satisfaire. Puis j'achète tout le temps le gros banana split. Parce que j'ai tout le temps peur de manquer. Puis je sais que c'est suffisant, puis je mange la moitié de mon banana split. Mais j'achète quand même le banana split. C'est... Quand j'aime quelque chose, là, ben je l'aime vraiment fort. Fait que ça, c'est... Fait que quand je bois de l'alcool, je bois pas une bière, j'en bois 10. Fait que c'est mon mécanisme de... C'est comme ça que mon cerveau fonctionne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une business, parce que ça me permet d'aller toujours plus loin. Sauf qu'il faut que je fasse attention, faut pas que j'aille trop loin. Mm-hmm. Fait que John Sader, il expliquait ça au niveau de, on va dire, mon cerveau. Puis, qu'est-ce que j'adorais, en fait, c'est qu'il donnait des analogies. Moi, j'ai pensé que mon alcoolisme était une malédiction, dans un sens. Au début de ma sobriété, je pensais que c'était une malédiction. Puis, dans le fond, on peut le tourner pour quelque chose de positif. Puis, il donnait un exemple qui était quand même assez super, plusieurs exemples quand même intéressants. Il disait, un alcoolique, on est un gros vase. Une personne normale, c'est une tasse. Là, il donnait l'analogie de, mettons, quelqu'un qui décide de jouer à la guitare. Quelqu'un qui est normal, qui a un cerveau normal, va jouer 10 minutes par jour, il va être satisfait. Quelqu'un avec un alcoolique, il va falloir qu'il joue 2 heures par jour pour être satisfait, avant d'être écœuré. Mais là, il explique qu'à la fin de l'année, là, c'est qui est le meilleur? Celui qui a joué 10 minutes par jour, celui qui a joué 1 heure par jour. Fait que c'est celui qui a joué quand même 1 heure par jour. C'est clair. Parce que ce vase-là, il faut qu'on le remplisse. C'est ça, il faut qu'on le remplisse. Puis
une de ses analogies, il disait, tu sais, on peut mettre de l'alcool, on peut mettre des femmes, on peut mettre de l'Amazon, on peut mettre du gambling dedans. De la bouffe, voilà. Puis là, à cause que mon contenant, il est plus gros qu'une personne normale, ben, je fais plus de merde. Je peux en faire. Ouais, puis même que j'irais plus loin, on dirait que tu le remplis jamais vraiment, ce contenant-là. Il est comme tout le temps. Mais moi, c'est un puits sans fond, là. C'est un puits sans fond. Dans un sens, je suis jamais satisfait. Ouais. C'est correct, c'est ma condition. Il faut que je fasse avec ce corps-là. Mm-hmm. Sauf que là, je peux décider, par exemple, comment je vais remplir ce vase-là. Puis, une des suggestions de Dr. Sander, c'est on pourrait le remplir avec des valeurs. Mais ça. C'est ce que j'essaie de faire. Parce que, tu sais, je peux essayer d'avoir une Ferrari. Je peux essayer d'avoir une grosse maison. Je peux essayer de coucher avec le plus de filles possible. Ça ne remplira pas. Mais je peux le remplir avec des valeurs. Puis, qu'est-ce qui était beau? C'est que, tu sais, je peux essayer d'avoir des choses matérielles. Puis il dit, je vais te donner un truc. Puis c'est sûr que tu vas l'avoir. Si tu essayes d'être plus généreux, automatiquement, tu l'es plus. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, avant, j'aime mon ancien Emmanuel, je m'amuse à dire que c'est un trou de cul narcissique. Puis je l'étais aussi. Oui, parce que tu essayais de remplir avec les choses d'extérieur. Automatiquement, t'es comme, tu grab, t'es comme, tu prends. Fait que c'est un trou de cul narcissique automatiquement. Là, si tu vires ça de bord en manuel puis généreux, ben, tu le remplis avec de la générosité, mais tout d'un coup, là, t'es plus la même personne automatiquement, mais toi, tu te sens plus grand, plus complet. C'est ça, je comprends, de ton cheminement. Puis la thérapeute quand j'y avais dit ça, elle est partie à rire. Elle disait, ce que j'ai compris en fait de ce qu'elle me disait, c'est que je peux pas donner ce que j'ai pas. Ah, c'est clair. Fait que tu sais, si je dépensais tout mon argent dans l'alcool, je pouvais pas faire des dons. Non. Si j'étais endetté, je pouvais pas faire des dons. Si j'avais, mon habitude, moi, je buvais de 7 heures le soir à 11 heures le soir. Tu fais ça fois 7 jours, c'est 28 heures dans une semaine. C'est quasiment, là, si je bois pas, je peux faire plus de choses. Là, je m'impliquais à aller à CPE de ma fille. J'ai d'autres implications. Pourquoi? Parce que j'ai plus de temps. Puis j'essaie d'être plus généreux. Fait que dans le fond, je remplis ce gros vase-là, qui est presque un puits sans fond. J'essaie de le mettre des valeurs dessus. Puis tu sais, des tentations, on en a toutes, mais je vais pas dans cette direction-là parce que je sais que ça remplira pas. Je sais que je risque d'en souffrir, éventuellement. Je vais faire souffrir les autres. Fait que, dans un sens, je me tiens loin de ça. Puis, tu sais, même si aujourd'hui, je suis en business puis je veux plus d'argent pour être plus confortable, c'est pas le but premier. Je le fais pas pour l'argent. Tu mets le doigt, c'est quelque chose que je me suis pris une note en t'écoutant, là, parce que quand j'écoute, j'ai des inspirations qui montent, là, puis j'ai parlé de l'intention. Dans ce que tu me dis là, parce que dans mon cas à moi, la générosité a fini par devenir un peu un problème. Je m'explique. Je suis hyper généreux de mon temps et de mes énergies comme entraîneur dans le sport. Puis j'ai même été 2 ans président de l'association de baseball à Montreuil. Dans un but généreux, mais à un moment donné, là, c'est devenu que je donnais c'était plus sain. Je donnais trop de mon temps, trop parti à l'extérieur, trop d'énergie donnée, puis ça a fini par être un problème parce que là, l'intention derrière n'était plus de la générosité, mais bien le paraître. On va le dire de même. J'étais connu comme coach Eric, tout le monde savait j'étais qui, puis là, c'était monsieur le président, puis c'est devenu un problème. C'est devenu un problème parce que l'intention n'était plus la même intention généreuse, était rendue une intention de je vais être vu, je vais être reconnu, puis d'aller chercher encore une fois de la reconnaissance artificielle. Puis ta malédiction là que tu disais là, dans le fond là, c'est une bénédiction pour toi. Ou tu l'as transformé en bénédiction. Ouais. Ah ouais, c'est ça qui m'a monté à l'esprit. Justement, tu sais, on peut trouver des centaines d'exemples d'entrepreneurs à succès, de gens qui ont fait des grandes réalisations, mais qui, à la base, c'est la même idée du contenant qui est plus gros que les autres.
C'est vrai pour les artistes aussi. 100%. Souvent, les artistes, on le sait, Metallica, les gars, ils ont des problèmes d'alcool, qui essaient d'arrêter. À Hollywood, ils ont tous des problèmes de consommation. Ou beaucoup ont des problèmes de consommation. Mais ça les amène à être hyper bons dans leur art, parce qu'au lieu de prendre 10 minutes pour jouer la guitare, ils prennent 10 heures. Ben, quand tu te ramasses à Hollywood, c'est qu'ils sont exceptionnels, ils sont intenses, là. Fait que cette intensité-là peut vraiment être une bénédiction, à condition d'avoir justement la bonne intention en arrière. Ça peut de même, je le perçois, entre guillemets, là, faut que ça demeure un bien-être intérieur et non pas une compensation extérieure. Ben, souvent, on disait le secret, c'est dans l'équilibre. Wow, mon acupuncteur n'a pas de dire. J'essaie d'être meilleur dans le business, mais si je m'occupe plus de ma fille ou de ma femme ou de moi, là, en ce moment, je sais que je m'occupe pas assez de moi. Je veux pas, c'est un peu normal parce que j'ai une femme, une famille, une petite fille, un business, une maison. Tu sais, là, je suis une période de ma vie qu'on sait qui est temporaire. Ça dure quelques années, mais c'est quand même temporaire. Ouais. Mais garde-toi du temps pareil pour toi. Mais il faut essayer de garder du temps pour soi. J'en ai pas beaucoup. J'essaie d'en faire du mieux que je peux. Mais ça, c'est d'avoir un équilibre. Si je suis juste sur ma business, je m'occupe pas de ma famille, je n'ai pas patate. Si je tripe juste de la guitare puis je m'occupe plus de ma business, ma famille, de la maison, je n'ai pas patate. Ouais. Mon acupuncteur n'arrête pas de me le dire. L'équilibre. Il me le répète à toutes les fois que je vois mon acupuncteur de temps, Eric. L'équilibre. C'est sacré, fait que je trouve ça drôle que tu me ramènes ça encore à l'équilibre parce que c'est vrai en bout de ligne. C'est facile de perdre le contrôle. C'est facile. Dans toutes les facettes de notre vie. Mais ultimement, moi, le point que je voulais vraiment amener avec cet épisode-là, c'est que on a tous en quelque part ce mal de vivre, on a tous en quelque part ce vide à combler, tout le monde là, puis on a tous le même réflexe d'aller chercher à l'extérieur. L'alcool, la drogue, on a tout nommé, là, le magasinage, la bouffe, les relations toxiques, tu sais, tout ce qui est dépendance de relations, c'est la même chose, c'est de combler, on cherche à l'extérieur quand en réalité, puis là, j'adore vraiment ce que tu sais, dans le fond, le docteur Sader disait de le remplir à la place avec de générosité, des valeurs, hein, mon Dieu. De bien connaître ses valeurs, de bien se connaître, de bien connaître nos forces, de se créer une identité forte. Ça remplit pas mal plus solidement que d'essayer de remplir de l'extérieur. Fait que, si tu fais d'écrire Emmanuel aujourd'hui, t'es où? Puis Emmanuel s'en va où? Parce que là, on comprend, Emmanuel vient de où? Les problématiques, remplir le vide avec de l'alcool, puis aller chercher de l'aide, puis mieux comprendre. Donc là, tu te connais mieux, tu te comprends mieux. Donc, rapidement, là, Emmanuel, présentement, c'est qui? Il y a eu un événement, un exercice que j'ai fait, qui était un inventaire moral de notre vie. Mm-hmm. Ce que ça a fait comme impact pour moi, c'est ce que j'ai compris en fait, c'est que ça, j'avais fait ça à 36 ans. Avant 36 ans, j'essayais d'être quelqu'un d'autre, ou j'essayais d'être ce que j'étais pas. Mm-hmm. Et avec cet exercice-là, j'ai pu vraiment mieux, je connais pas tout Emmanuel, mieux comprendre Emmanuel avec toutes mes qualités puis tous mes défauts. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est, au lieu de me baser sur du vent, là, j'ai moi. Parce que je peux pas m'en sauver, c'est moi. C'est une manière de... Je peux pas m'en sauver. Fait qu'il faut que je fasse avec mes qualités puis mes défauts. Puis ça a l'air de rien. J'ai vraiment compris entre l'ego et l'estime de soi. Oh, 100%. Ah, mon Dieu. Fait que là, j'ai passé 36 ans de ma vie à essayer d'être quelqu'un que j'étais pas. Que là, moi, je pense que je vais passer le reste de ma vie à essayer de comprendre c'est qui Emmanuel. Mm-hmm. Tu sais, j'ai compris avec le temps, avec le travail sur soi, j'ai compris des processus mentaux que j'avais, qui étaient inconscients. Exemple, j'avais une peur. Je me chicanais jamais parce que j'avais une peur bleue de la chicane. Comment je l'ai appris, je ne sais pas. On s'en fout un peu. Mais j'avais une peur bleue de la chicane.
Fait que j'exprimais pas mon insatisfaction. Mm-hmm. J'exprimais pas. Puis là, c'est pas de crier après tout le monde, mais Non, c'est comme, non. OK, ben, je me sens comme ça. Ouais. Pourquoi? Puis de l'exprimer, puis souvent, c'est les autres qui viennent nous chercher. Ouais. C'est pas en étant tout seul dans ton salon que tu as des frustrations, c'est en dealant avec ta famille, avec tes amis, avec tes collègues de travail, qui souvent, ils viennent te chercher. Je l'exprimais pas. Fait que là, j'accumulais, mais toute ça, cette souffrance-là, là, je la gardais pour moi. Puis ça se transforme en colère. Puis fait que là, est-ce que c'est pour dire toutes les 4 vérités aux personnes? Non. Mais c'est juste de l'exprimer, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est juste un processus mental qui m'empêchait de le faire. Là, aujourd'hui, j'ai moins peur, mais cette peur-là est encore là. Ouais. 100%. Je suis quelqu'un, je veux pas utiliser le terme agressif, je suis pas quelqu'un qui est violent, mais je suis quelqu'un qui a de la colère. Ouais. Puis Trop accumulé. pas nécessairement, je suis pas sûr que c'est trop accumulé, mais je suis quelqu'un qui peut être colérique. OK. J'exploserai pas, mais je le vis. OK. Il y a une partie que je comprends. Exemple, moi, j'ai fait un 10 jours de méditation silencieuse. T'es 10 jours avec toi pis tes bébites. Puis de l'anxiété, j'en ai vécu en tabarouette, tu sais. Ça doit. Ce qui m'a permis de comprendre qu'une des sources de ma colère, c'est la peur. En fait, je pense que la source de toutes mes colères, c'est la peur. Fait que c'est... en reconnaissant ça, Mm-hmm. ben ça permet de diminuer ça. Comme, oh, OK, j'ai peur, puis là, je deviens choqué. OK, ben c'est parce que j'ai peur. Calme-toi un peu. Puis tu sais, des émotions, c'est correct d'y vivre. Ouais. Sauf que c'est de tout temps les vivre, de ressasser. Oh, Y m'a fait ça, tu sais, après 3 semaines, 1 mois, des années. Puis avec l'expérience, je pourrais dire de travail sur soi, à un moment donné, OK, je suis choqué après Eric, c'est correct, mais à un moment donné, passe à autre chose. Mm. Puis, plus que tu as de l'expérience, plus que tu te rattrapes vite. Parce que c'est juste de la souffrance, finalement. Si je fais du ressentiment envers quelqu'un pendant des jours, des semaines, des années... C'est juste toi qui souffre. C'est juste moi qui souffre, puis c'est inutile, ça donne à rien. Ouais. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu te parles. Arrête, tu sais. Ouais. Puis, est-ce que... Parce que, pour moi, tout ce que tu viens de dire là, moi, je le vis et je le digère à travers l'écriture. Est-ce que toi, l'écriture a été un facteur pour toi? Est-ce que tu es quelqu'un qui écrit? Est-ce que tu as pris le temps d'écrire? Parce que tu parlais de faire l'inventaire moral. Moi, ce que je l'ai fait dans les derniers mois, moi, avec, puis c'est tout par écrit, là. Toi, que tu le fais comment? Ben, l'inventaire moral se fait par écrit. Par écrit. Tous les jours, je devrais l'écrire, me faire un petit journal. Je le fais pas, mais... Mais ça t'a aidé d'écrire. Ça m'a aidé d'écrire, en tout cas, de nettoyer Ouais. une partie de mon passé, parce qu'au fil du temps, on appelle ça des vidanges. On accumule des vidanges. Ouais. Il y a telle situation, j'ai utilisé ça pour me protéger. Puis, c'est ça que j'utilise. Je vais donner un bon exemple. Ma conjointe, quand elle devient anxieuse, elle devient plus contrôlante. Puis moi, je suis un alcoolique. Je suis incontrôlable. Donc, je répondais tout le temps sec à ma blonde. C'est un mécanisme de défense que j'ai adapté. J'ai eu des copines contrôlantes. J'ai eu... Ah ouais, j'aime pas ça comment tu passes la balayeuse. Ben, c'est moi qui tiens le balai. C'est moi qui tiens la balayeuse. Si t'es pas content, tu le feras. Ben, c'est ça. Moi, je suis plus du genre à lui donner la balayeuse, t'arranges-toi avec à cette heure. Mais dans ce cas-ci, pour ma conjointe, c'était pas adapté parce que elle est anxieuse. Elle essaie de plus contrôler. Elle essaie de me contrôler, pas parce qu'elle est contrôlante, parce qu'elle est anxieuse. Parce que t'es anxieuse. Donc, il faudrait que je fasse plus d'empathie face à son anxiété que d'y remettre d'en face, tu sais. Tout à fait. Mais ça, on accumule toute notre facette de notre vie est gérée par ça. Fait que là, j'ai perdu l'idée où est-ce que je m'en allais, mais c'est de reconnaître. Ouais, c'est de reconnaître les différents patterns. Je sais, je les sais pas, mais je sais que j'ai encore des processus subconscients qui régissent ma vie. Tu sais. C'est clair. Mais ça, en tout cas,
moi, je vais revenir sur l'écriture, là, peut-être pour parler à nos auditeurs, là, à quel point l'écriture, puis là, je parle pas de taper sur l'ordinateur, je parle vraiment papier-crayon. J'ai fait des épisodes là-dessus déjà sur la magie qui se passe entre ton cerveau puis ta main, mais vivre tes émotions, comprendre tes patterns à travers l'écriture, c'est fou ce que ça peut faire. Moi, je connais du monde, dont moi, que ça a complètement changé la perception de la vie. Moi, j'ai plein de patterns que j'ai découverts de même, justement, en me posant une question. OK, pourquoi j'agis de telle manière en telle circonstance? Puis là, je commence à écrire. Au début, c'est du gribouillage, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Puis là, à un moment donné, je me mets à écrire, mon écriture commence à faire plus de sens. À un moment donné, paf! Ah, c'ti. Quand j'étais jeune, j'ai vécu telle affaire, je l'ai perçu de telle manière, boum! Je venais de trouver la source de ce comportement qui est une interprétation, parce que là, faut comprendre que 85% de nos croyances sont bâties avant l'âge de 7 ans. On s'en rend pas compte, hein? Mais c'est le petit enfant qui a aucun discernement dans la vie, là. Un enfant en bas de 12 ans n'a pas de discernement. Fait que là, t'as vu quelque chose, t'as entendu quelque chose, ton petit cerveau d'enfant l'a interprété d'une manière, c'est devenu une peur, c'est devenu une crainte, que tu sais pas d'où ce qu'elle vient. Puis, Colin, moi j'ai découvert, là, à travers cette écriture-là, qu'en première année, j'ai été avec un de mes amis, puis un paquet de petites filles qui nous couraient après dans la cour d'école, ils ont fini par nous pogner, puis les petites filles, ils nous trouvaient cute tous les deux, puis mon chum me regarde, il disait, on est vraiment populaire, on est vraiment comme les gens de coqueluche de l'école, puis j'ai tellement aimé le feeling, c'est resté. Puis j'ai découvert sa partie-là, moi, ce désir de plaire, qui est devenu avec le temps un petit problème, parce que toi, c'est l'alcoolisme. Moi, ça a été toutes les relations de plaire, de séduire, de cruiser, puis ultimement de réussir à amener dans mon lit, là. Mais moi, c'était ça qui me servait assez de remplir, là. Là, tu parlais tantôt de ego versus estime de soi. Oh, my God. Elle est là, la bataille, dans le fond. En tout cas, ouais. Elle est là, la bataille. C'est de faire la distinction entre les deux. Puis de tout ce qui vient de l'extérieur, dans le fond, flatte l'ego. Et bon pour l'ego, bon pour l'ego, bon pour l'ego, bon pour l'ego, que ce soit, tu parlais de Ferrari, tu parlais ou dans mon cas, séduire une femme, c'est de l'ego. Ouais. Mais d'apprendre à se découvrir l'inventaire moral. Écoute, Simonac, Emmanuel, sans le savoir, t'as mis le doigt sur plein d'affaires qui est mon but dans ma formation Level Up. C'est ça le but, c'est de faire l'inventaire, c'est d'apprendre à se connaître, de distinguer entre ton ego et ton estime de toi, de faire de l'écriture, de trouver l'équilibre. C'est complètement malade. Puis ça, je veux le dire à tous ceux qui nous écoutent, là, c'était pas planifié, là. C'est toi qui a amené ça à la table, puis t'es venu mettre le doigt exactement sur ces choses-là. Fait que, Emmanuel, vers où tu t'en vas? C'est quoi ton but ultime, je te dirais, avec ta vie, avec là où tu t'en vas, tu sais, parce que t'as fait énormément de chemin dans justement cet ego versus estime. T'es beaucoup moins dans l'ego, beaucoup plus dans l'estime. Hein? C'est comme c'est un gauge, hein? C'est un gauge qui se promène. Vers où tu veux t'en aller? Ça serait quoi, là? Puis là, on s'entend. La perfection n'existe pas. Mais ça reste quand même le fun d'essayer de tendre vers cette perfection-là. Donc, un Manu parfait, ça aurait l'air de quoi? Méchante question. T'as-tu déjà pensé à ça? Ouais, ben en fait, c'est... Parce que c'est un travail à tous les jours. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, c'est un travail à tous les jours. Ça se fait 24 heures à la fois. Tout le temps. Puis j'essaie de tendre d'être mieux. Être mieux, qu'est-ce que tu veux dire? D'être bien. Être plus gentil. Moins impatient. L'ego... je veux pas dire être moins dans l'ego. J'essaie le moins possible. Je pense que ce serait important de parler de l'ego. Vas-y. C'est quoi ça de l'ego? C'est quoi ça de l'ego? L'ego, ben, ma description, ouais. C'est la petite voix qui dit que t'es pas beau. T'es trop maigre. T'es trop ci. T'es trop ça. Mais l'ego, aussi, a dit t'es exceptionnel. T'es très intelligent. T'es très ci. T'es très ça. Puis cet ego-là m'a causé des problèmes.
cet ego-là, en fait, ça... en tout cas, moi, c'est une petite voix dans ma tête. Puis, au début de ma sobriété, je l'envoyais chier. Carrément. Ah, Emmanuel, tu devrais pas faire ça, t'es trop exceptionnel. Hey, fuck you, c'est toi qui, à cause de cette petite voix-là, que je me suis ramassé dans cette situation-là. Moi, je t'écoute plus. Je vais donner un exemple. Là, j'essaie de vivre... Tu sais, la vie, là, on pense qu'on a un contrôle à 100%, mais moi, je sais pas si je vais mourir demain matin. Je sais pas si je vais avoir une maladie. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver à ma fille non plus, ou à ma femme. Ou dans le monde. Ou... Fait, dans le fond, je perçois vraiment la vie un peu comme une ride. C'est pas une montagne russe. Parce que des fois, ça va bien aller, des fois, ça va pas bien aller. Mais on peut tendre vers la direction qu'on veut aller. Oui, c'est ça. Je donne un exemple niaiseux. Je voulais essayer, c'était quoi une voiture de luxe. Puis je savais que j'avais pas l'argent pour m'acheter une BMW ou une Mercedes. Puis je me suis acheté une Acura MDX. Puis honnêtement, je voulais juste l'essayer. Je voulais savoir c'est quoi le feeling d'être dans une voiture plus de luxe. Puis là, je me souviens quand j'ai embarqué dans ma voiture, j'ai ma petite voix dans ma tête, elle dit « Tabarouette, Emmanuel. » Le truc, il est vieux, là, mais la petite voix s'en fout, elle. Elle dit « Tabarouette, Emmanuel, t'as réussi dans la vie. » Là, il a fallu que je me parle. Ta gueule, esti. Je l'ai pas acheté pour ça, là. Je l'ai pas acheté pour ça. Je voulais l'essayer. Je voulais pas faire comme, aïe, aïe, moi, j'ai réussi dans la vie. Puis le truc, il y a 15 ans, là. Relax, là. Je l'ai acheté vieux pour pas payer cher. Puis je savais qu'il était, c'est des bons véhicules. Puis je voulais pas de trouble avec. Fait que je l'ai pas fait pour réussir dans la vie. Je l'ai fait. Mais la petite voix est toujours... Faut y faire attention, là. Faut tout le temps être comme alerte. C'est comme, non, c'est pas ça, là. Parce que l'ego est pas dans la réalité. Et je sais pas pourquoi, l'ego est jamais... Cette petite voix-là est jamais ancrée dans la réalité. Et dans la perception, mais dans les peurs. Tu sais, là où ce que... Je suis à 95% d'accord avec ta définition de l'ego. Là où ce que je suis moins d'accord, c'est du côté de la petite voix positive. Moi, je pense pas que c'est l'ego qui te parle dans ce temps-là. Je pense que c'est ton être toi-même. On parlait tantôt des ego versus estime de soi. Quand t'es dans l'estime de toi, t'es dans ta vraie essence, t'es dans ta vraie personne, je pense que c'est elle qui te le dit. Hey man, t'es beau, hein. Sérieux, là. Mais de l'autre bord, moi, dans le fond, ma définition vient un conférencier que j'ai beaucoup écouté dans les derniers 15 ans, c'est Harv Eker. Harv Eker, conférencier américain qui a écrit, entre autres, Millionaire Mind, là, l'esprit millionnaire. Lui, il dit que l'ego, c'est comme un guetteur sur les vieux navires là, de pirates. Il dit, lui, là, il est en haut du poteau, puis sa job, c'est juste de te dire, fais attention, ce qui sont en danger. Attention, il y a des roches là, il y a une île là, attention là, parce qu'il a peur. Il est dans la peur à 100%, puis toi, ta job, comme capitaine, c'est de faire, OK, ouais, cette peur-là, peut-être, faudrait faire, OK, je vais faire attention, c'est vrai qu'il y a un danger potentiel, on va faire attention. Là, non, là, c'est beau, je t'ai entendu, c'est correct, là, mais faut pas que l'ego, le guetteur contrôle le bateau, c'est pas lui qui contrôle le bateau. Puis, ben, quand tu le laisses contrôler le bateau, c'est là que ça s'en va dans tous les sens parce que il a peur de tout. Fait que l'ego, pour moi, c'est la petite voix de la peur qui arrête pas de te dire fais attention. Puis faut t'apprendre à faire comme non, je suis assez fort, je mérite tout ça, c'est beau, j'ai toutes les qualités, j'ai les forces, donc tu te diriges vers ta vraie essence de toi-même, ton estime de toi-même, qui, elle, te dit « Go, t'es capable, tu le mérites, vas-y. » Puis l'autre bord, ton ego fait « Hey, attention. » Puis là, ben lui, il cherche à ce que tu... Justement, il a peur de manquer d'argent. Fait que, ah oui, donne-moi de l'argent, donne-moi un gros char de luxe, donne-moi ces affaires-là, ben j'ai peur de manquer d'argent. J'ai peur de manquer d'amour. Fait que donne-moi des femmes. Tu sais, c'est quand on va dans l'ego, c'est là qu'on tombe dans les excès, puis quand on va dans l'estime de soi, on tombe dans l'intériorité. Moi, c'est comme ça que je le perçois. En tout cas, pour ma vie, on parle d'équilibre. Ben, ma perception, en fait, c'est, comme je te disais, l'ego a dit que t'es pas beau, etc. Puis l'idée était, les idées de grandeur, en fait, si ton estime de soi est basse, cette petite voix-là, elle va essayer de compenser à prendre la place. Elle prend toute la place, en fait.
Tu sais, elle va te faire peur, elle va te dire que t'es laid, puis elle va te dire aussi que t'es exceptionnel. Exemple, je vais donner un exemple, puis c'était moi. J'ai toujours une excellente mémoire. Puis j'ai un de mes patterns, je me suis toujours pensé très intelligent. Honnêtement, on s'en calisse. Mais mon ego me disait, t'es tellement intelligent, t'es tellement ça, tu sais. Probablement, je suis pas un débile, mais on s'en fout. Quand t'es de l'estime de soi, t'es basé sur toi. Pas dans ce qui te sous la tête ou ta petite voix qui a dit. Parce que j'en ai des qualités, puis j'en ai des défauts. Je suis pas parfait. Sauf que je suis basé sur quelque chose. En tout cas, je suis grandi un peu plus sur moi-même. Puis là, il faut que je navigue avec mes qualités, mes défauts. Puis tu sais, que je sois extrêmement intelligent, on s'en sac. Je pourrais être extrêmement intelligent, être dans mon salon, puis penser que les autres sont débiles. Mon intelligence sert à rien. Fait que dans le fond, faut que j'utilise mes qualités puis mes défauts, puis c'est vraiment grandir sur moi. T'es groundé sur tes valeurs à toi. Mes valeurs, puis avec la personne que je suis, dans un sens, je suis pogné avec. Puis peut-être que c'est peut-être Vipassana, la méditation silencieuse. Ce qu'on nous apprend, en fait, c'est que, tu sais, on va y aller dans la théorie, là, on a un âme, puis on a un corps. Est-ce que j'y crois ou que j'y crois pas, je ne sais pas, tu sais. Il y a toi, puis il y a ton corps, puis tes pensées, puis ta vie, etc. Puis il y a une différenciation qui se fait que tu apprends dans un sens à faire. Parce que, exemple, si mon corps a mal, puis que je pense, c'est débile, c'est épouvantable, j'ai mal, là, ton corps il a mal, puis en plus, tu souffres parce que tu n'acceptes pas que tu es dans la souffrance, tu sais. Puis ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que il y a Emmanuel qui a des aspirations dans la vie qui doit faire avec qu'est-ce qu'il y a. Tu sais, je suis pas né dans une famille riche. Fait que je suis parti de zéro en business. Ça, c'est juste un exemple, mais il faut que je fasse avec. Fait que c'est... Sauf qu'en me grandant sur mon corps, pas ce que je voudrais être, mais sur ce que je suis, c'est sur ce que j'ai. Ben, je sais pas pourquoi, je comprends pas le processus, mais c'est beaucoup plus solide. 100%. En fait, j'ai dit sur ce que t'as, c'est pas vrai, c'est sur qui tu es. T'as eu le bon verbe en utilisant le verbe être, là, quand t'as dit sur qui je suis. C'est ça. Je pense qu'il est là, le niveau ultime de confiance en soi. Là, c'est le thème de ma conférence, c'est le thème de ma formation Level Up, c'est de découvrir c'est qui tu es comme personne, puis de t'appuyer dessus. Puis à ce moment-là, t'es tellement solide dans tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais, parce que tu dégages, tu vas chercher cette confiance, justement, cette capacité de le faire. Parce que, mettons, tu dis parler de ton intelligence. Un exemple, c'est un outil que tu as dans ta boîte. C'est un ingrédient que tu as dans ta boîte. J'utilise souvent l'exemple de MasterChef. Tu as soit une boîte d'ingrédients, fais l'inventaire de ce que tu as, puis OK, c'est ça, puis à partir de là, je fais quoi avec? Mais l'intelligence, par exemple, ou la capacité de raisonner, ou la bonne mémoire, font partie de tes ingrédients. Si t'es dans l'ego, tu te penses plus haut que les autres. Puis si t'es dans le groundé sur ta personne, tu dis OK. Hey man, moi, ce projet-là m'intéresse, puis je pense que je suis assez intelligent pour l'amener à terme. Oh, la confiance, bon, parce que tu te connais, t'es appuyé sur tes qualités. Go, on fonce. Puis même tu te sens super confiant d'embarquer dans ce projet-là. Puis tandis que quelqu'un qui est dans l'ego, c'est non, mais non, voyons donc, si t'es pas assez brillant pour faire ça, ou ouais, si toi t'es capable de faire ça, ou pourquoi toi tu réussirais ça? Là, t'es dans l'ego, dans la peur, puis là, tu te lances pas. De l'autre côté, t'es groundé sur non, moi, je suis intelligent, j'ai ces forces-là, je suis capable de mener ce projet-là à terme, boum. Là, le niveau ultime de confiance en soi, à mon avis. Ben, ça, tu me fais penser, en fait, ça, c'est une boîte d'outils, parce que j'en vois. Exemple, j'ai un nouveau projet. Moi, souvent, je fonce. Pas parce que je suis plus beau, que je suis plus intelligent, je sais que je vais réussir. Mais ça, c'est un outil que ma mère m'a donné quand j'étais jeune. Parce que moi, j'ai un autre de mes amis, comme, j'ai fait 1 heure, je me suis découragé. Non, mais, femme ta gueule, fais-les, je sais pas quoi te dire. C'est que je suis de même, moi. Ouais, mais ça, c'est un outil que, dans un sens, on a appris ou que nos parents nous ont donné, mais ça, c'est un outil que j'ai dans mes, puis je sais que j'ai d'autres lacunes puis qu'il faut que je focus pas là-dessus. Parce que j'ai des forces, faut que je focus là-dessus. Puis j'essaie d'atténuer mes, si j'aime ça.
Puis tu sais, le but ultime, là, pourquoi que tu demandes de faire la confiance en soi? C'est d'être bien. Être bien. Puis pas d'être tout le temps Se heureux. sentir solide et en équilibre. Puis pas tout le temps être heureux. Non. Ne jamais Non. avoir de Je frustration. suis d'accord avec toi, 100%. Des frustrations, j'en ai tout le temps. C'est sûr. Mais j'ai pas... Puis de la souffrance, je vais toujours souffrir dans ma vie. Ouais. C'est plate à dire, mais c'est ça. Mais t'es heureux. Mais je suis heureux aujourd'hui. Ouais. 24 heures à la fois. Ouais. Puis vivre ses émotions. Je donne un exemple. J'ai euthanasié ma chatte il y a 2 ans. Ouais. Ah, c'est que ça fait mal. C'est clair. Moi, je pouvais pas connaître ça. Tu sais, avant de le vivre, je suis comme, ben ouais. voyons, c'est un chat relax, là. Mais non, c'est que ça fait mal. Sauf que je l'ai vécu à jeun. Fait que j'ai pas étiré ça. Mm-hmm. Parce qu'on fait, une affaire que j'ai compris avec l'alcool, en fait, c'est un processus d'évitement. Ouais. Tu anesthésies ta douleur, finalement. Exactement. Mais, je vais t'expliquer pourquoi j'ai commencé à boire. Ben, tu sais, je buvais normalement comme tout le monde. J'ai ma première copine, ça, souvent les premières copines, c'est que ça fait mal. Tout le temps de leur faute. C'est tout le temps de leur faute. Ben, tu sais, notre couple allait pas super bien, mais elle décide, elle veut aller en Angleterre. Tu sais, faire un voyage trippé, puis c'est normal, elle a 18 ans, tu sais. Ah ouais. Regarde-toi. Puis on s'est laissé entre-temps durant son voyage. Mais pour moi, tu sais, je l'ai interprété comme étant le rejet ultime. Aïe, aïe. Elle m'a pas juste laissé à coller son camp, tu sais. Dans la réalité, c'est pas ça, mais c'est comme ça que je l'ai perçu. Puis j'ai commencé tu sais, c'était extrêmement souffrant. Puis là, j'ai commencé à boire. Fait que je faisais de l'évitement en fait. Puis j'ai traîné ça pendant des années. C'est pas normal de traîner ça pendant des années, mais je l'ai traîné, tu sais, faire un deuil, c'est normal. C'est correct de souffrir, puis de faire passer les étapes. Mais si je fais de l'évitement, puis je gèle cette souffrance-là, t'étires ça. Là, je te parle de ma chatte que j'ai euthanasiée. C'est sûr, c'est pas la même situation. Ça fait mal en tabarouette sur le coup. Mais je l'ai vécu à jeun, puis j'ai pas fait de l'évitement. Puis tu sais, je suis pas en train encore de penser à ma chatte. Là, on s'en parle parce que ça donne que c'est un exemple, mais je suis pas encore en train de souffrir de... J'en souffre plus aujourd'hui parce que je l'ai vécu, cette souffrance-là. Tout à fait. Tout à fait. Puis l'exemple est très bon. Tu sais, c'est pas l'événement qui est important que l'émotion que ça suscite en toi. Là, ce coup-là, tu as juste fait face, puis tu as dit, moi, vive mon deuil, puis je vais le passer à travers, puis ben, il est passé, le deuil, tu sais. Il est passé. Je sais pas, ma petite chatte, le monde était tellement meilleur. Mais non, elle est morte, puis je passais à autre chose. Puis, tu sais, elle est encore dans mon cœur. J'ai beaucoup aimé rester avec moi 18 ans. Elle m'a enduré pendant 18 ans. Ce qui est très, très vieux pour un chat, là, on s'entend. Là. Sauf que j'en souffre plus aujourd'hui. Fait que, écoute, je pense que si on veut résumer tout ce super beau témoignage, là, OK, c'est que le vide qu'on ressent, c'est pas en le comblant de l'extérieur qu'on va réussir à le combler. C'est en allant à l'intérieur, en faisant un inventaire moral de qui on est, en apprenant à se connaître, en apprenant nos forces, nos angles morts. Parce que tu utilises le mot défaut. Moi, personnellement, je déteste le mot défaut. J'utilise toujours le mot angle mort. Parce qu'un défaut, c'est comme un défaut de fabrication. C'est comme un problème que t'as. Non, c'est pas un problème. T'as juste ça. Ben, t'es pas super bon là-dedans. Pour moi, c'est le même que je le prends, tu sais. Fait que, on a tous des angles morts, on a tous des qualités. Tout le monde est unique. C'est d'apprendre à se connaître, à s'accepter de même, à s'aimer tel qu'on est là, puis à y aller, à foncer dans ça. Des outils, évidemment, des groupes d'entraide, de la thérapie, de l'écriture. Il y a 1000 affaires qui existent pour s'aider là-dedans. Moi, tout le temps, je suis pas thérapeute, pas en tout, je suis pas psychologue non plus, mais je sais que ma démarche, elle est bonne, elle fonctionne bien, puis ça rentre dans le cadre d'une vie plus remplie, plus heureuse peut-être, ou de découverte de soi, tu sais, Moi, je suis plus heureux. En tout cas, moi, j'ai pas connu Emmanuel dans le temps de l'alcoolique. Le Emmanuel que je connais présentement est hyper généreux, hyper le fun, puis ben, continue dans cette direction-là, man. C'est tellement cool, c'est vraiment, vraiment cool. Gang, comme d'habitude, s'il y a quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis convaincu que ça a fait vibrer quelques cordes, cet épisode-là, parce que, ben, la situation Emmanuel est la situation de 100% du monde. C'est pas exceptionnel. Tout le monde
passe à travers ça. Tout le monde a son démon, tout le monde a ses mécanismes, tout le monde se doit de passer à travers ça, d'apprendre à se connaître pour ultimement développer le niveau ultime de confiance en soi. Fait que c'est quoi ça dans l'épisode que t'aimes? Partage-le à une personne que t'aimes. Juste une. Ah non, 2 personnes que t'aimes. Partage l'épisode à 2 personnes que t'aimes. C'est sûr que ça peut faire une différence dans leur vie. Va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. Et là-dessus, on se revoit la semaine prochaine. Mon nom est Éric Guitard. J'ai très très hâte déjà au prochain épisode. Salut tout le monde. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.